Retour dans cette émission pour la seconde partie de l'autre journal numéro 77. Et nous allons parler maintenant de la politique togolaise comme elle va, avec les discussions, les négociations à ne point en finir. Nous avons connu, il y a quelques semaines, l'ouverture d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. On l'a baptisé CENAP, la Concertation nationale des acteurs politiques. Et quelques jours après l'ouverture de ce dialogue-là, il y a des partis politiques qui ont claqué la porte. Et la dernière sortie, c'est l'ANC. Mais on a vu le ministre de l'administration territoriale qui a réagi contre cette attitude de l'ANC qui a claqué la porte à la veille de la fin des négociations. Jérôme. Peut-être qu'ils connaissent ce qu'ils se sont dit. C'est pour ça qu'il a réagi. Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas réagi par rapport à la sortie du cas? Le cas a vu venir la supercherie et donc le cas s'est retiré tranquillement. Parce que, je me rappelle, le cas s'est dit que tout ce qu'ils avaient proposé au ministre, il n'avait pas accepté. Donc, il ne faudrait pas qu'il perde le temps. Donc, le cas est parti. Par contre, l'ANC disait que c'est plutôt une occasion pour elle, puisqu'elle a déjà envoyé plusieurs lettres à M. Fournier-Sigouin de le rencontrer et que ces lettres sont restées sans réponse. Donc, elle a trouvé l'occasion, la meilleure occasion quand même de s'exprimer et de dire tout ce qu'ils pensaient, les dirigeants de l'ANC, tout ce qu'ils pensaient au ministre et par ricochet à M. Fournier-Sigouin. Or, tout le monde sait que cette discussion va aboutir à rien du tout, parce que moi j'ai comme l'impression que ceux qui se disent à chaque fois qu'ils vont aller négocier avec le pouvoir en place, comme s'ils ne connaissent pas ce pouvoir-là, on vous fait la même chose depuis des années. Et c'est la même chose qui se répète jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce que vous allez attendre de cette discussion? Moi, je me rappelle également encore que l'ANC devait en tout cas s'attendre à ça. La fédération Europe de l'ANC, les membres avaient déjà averti M. Fabre et tout le reste qui participe à ce dialogue-là, que ça n'apportera rien. Et ils ont trouvé mieux que de dissoudre cette fédération. Aujourd'hui, ils sont revenus, il a fait, M. Jean-Pierre Fabre et l'ANC, ils ont fait la même chose que la fédération ou les fédérations de la diaspora disaient encore il y a quelques mois. Je me rappelle encore, lorsque l'ANC avait menacé de boycotter ou de quitter la concertation, la DMK a applaudi. La DMK a applaudi et puis Mme Diamagbo avait dit, était contente et puis avait sorti un communiqué comme quoi c'est bien que l'ANC et au lendemain je ne sais pas si c'est M. Patrick Éric Dupuis qui est monté au crédit pour dire que l'ANC n'a jamais dit qu'elle va quitter la concertation. Et malheureusement ou heureusement pour Mme Diamagbo, aujourd'hui l'ANC est sortie de la concertation. Moi, tout ce que je conclus de tout ça là, c'est de toute façon, il faut le dire, c'est de l'incohérence politique, c'est l'inconstance. Ça parfois rime à de la comédie. Et quand on emploie ces mots-là, ils ne sont pas contents de nous. Ils disent qu'ils vont traduire devant les tribunaux, ils nous insultent. Qui t'a dit ça? Nous qui critiquons aujourd'hui l'ANC, c'est ce qu'on nous dit. On va nous traduire devant les tribunaux parce que nous mentons dans le compte de l'ANC. On nous envoie les ayatollahs, les talibans pour en découdre avec nous. Et c'est la même chose tous les jours. Or, tout ce que vous-même faites, ça ne vous donne pas une belle image. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va dire aujourd'hui on a trouvé le canal, le meilleur canal pour aller, en tout cas, exprimer tous ces besoins à quelqu'un, et puis demain on menace. Moi, ce que je regrette, c'est que le communiqué de l'ANC, le communiqué qu'on a envoyé, et que le communiqué qui a fait le tour des réseaux sociaux, dans le communiqué, moi je cherchais un élément essentiel que je n'ai pas trouvé. Les raisons fondamentales même qui ont motivé
l'ANC a quitté la campagne. On ne l'a pas dit clairement. On a dit que l'ANC ne va pas faire l'accompagnement comme si l'ANC n'a pas déjà fait l'accompagnement. Puisqu'elle a participé à plusieurs réunions et comment peut-on, plénières, beaucoup. Et pendant presque toutes les réunions et beaucoup de plénières. Et pendant pratiquement 6 mois. Mais qu'est-ce que l'ANC attendait depuis là pour partir aujourd'hui et dire qu'elle ne va pas faire l'accompagnement? L'ANC a déjà fait l'accompagnement du pouvoir, de l'unir. C'est pour ça que moi je les mets ensemble aujourd'hui et je parle de l'ANC unir. En tout cas, c'est ce que moi je... C'est un couple. Ouais, c'est un couple aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire. Il n'y a pas de souci. C'est à partir même de toutes les réunions que l'ANC a participé que le pouvoir a pu dégager les 52 recommandations qu'on ne nous présente même pas jusqu'à ce jour. Le pouvoir garde ces recommandations-là, on ne les donne pas, on ne les publie pas. Et puis, l'ANC ne s'est pas donné quand même ce devoir de nous dire du moins de quoi ils ont négocié, de quoi ils ont parlé là-bas. Et dans leur communiqué, ils pouvaient quand même, Jean-Pierre Favre et comment peut-on, et ces hommes pouvaient quand même nous situer par rapport au communiqué, qu'ils ont demandé ça, et que le parti au pouvoir a refusé. C'est pour ça qu'ils se retirent. Maintenant, ils ont rien dit dans le communiqué. Maintenant, ils parlent d'accompagnement. Moi, je ne sais pas de quel accompagnement il s'agit. Si l'ANC nous avait dit clairement dans son communiqué, puisque j'ai suivi M. Abbas Kaboa la dernière fois sur New TV, vous savez qu'il fait partie de la concertation. J'ai suivi M. Abbas Kaboa qui disait que l'ANC a voulu qu'on porte l'âge limite des candidats à 85 ans et il a encore dit quelque chose là que l'ANC a pris des perdièmes comme eux tous l'ont pris. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou faux parce que j'ai écouté une dame qui disait que tout ça là c'est faux. J'ai même écouté aujourd'hui sur Canal FM un membre de l'ANC qui démentissait tout ça là. Maintenant, il fallait qu'on précise tout ça là dans le communiqué pour lever l'équivoque. Maintenant, sans qu'on ne dise rien par rapport à ça, ça va laisser à la spéculation et les gens sont libres de commenter comme ils veulent. Maintenant, c'est pour ça que moi j'ai dit qu'actuellement il y a l'inconstance dans les démarches de l'ANC. Et c'est pour ça que moi j'aime mieux trouver ce couple-là, ANC Unir, pour quand même qu'ils continuent de faire ce qu'ils voulaient faire, si ça peut leur permettre. De toute façon, l'ANC disait qu'ils n'ont pas quitté, qu'ils ont suspendu, comme si demain ou après-demain, la concertation va encore revenir. Or, le ministre disait la dernière fois que la concertation est finie. Maintenant, on suspend. En tout cas, moi, je n'ai pas trop été à l'école, mais je sais que quand on suspend quelque chose, demain, on va reprendre ces choses-là. Maintenant, si le ministre dit le contraire, que c'est fini, que c'est à la veille de la fin que l'ANC a quitté la concertation, il se moquait même d'eux. Le ministre se moquait d'eux. C'est vraiment, vraiment dommage pour nos politiciens. Ceux-là qui, quand même, sur qui le peuple veut se greffer pour espérer la tenance demain, qui n'arrive pas quand même à se dire la vérité, qui n'arrive pas quand même à rester constant et à donner une ligne aux militants. C'est grave. Aujourd'hui, on peine à mobiliser, à remobiliser la population parce que tout le monde est fatigué. Tout le monde a découvert la supercherie. Personne ne veut tomber dans ce jeu. La preuve en est qu'ils envoient les gens à l'abattoir, ça y est, ils envoient les gens dans la rue, on les prend, on les tue, on les met en prison et eux là, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, personne ne les dérange et leur souci, je parle de toute l'opposition, leur souci aujourd'hui c'est participer à des dialogues, des concertations que eux-mêmes savent que ça va rien donner et peut-être que demain ils vont aller aux élections, on va leur attribuer quelques postes dans l'administration. Si c'est comme ça là, ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça qu'ils ont toutes les difficultés aujourd'hui à remobiliser.
C'est pour ça même que les Togolais disent que Dieu va le faire, alors que Dieu n'est pas pour les Togolais seuls. Merci beaucoup. Donc, selon toi, après, RPT-UFC, c'est unir AFC. Oui, j'avais cette idée-là de dire en premier que UNI a déshabillé, ou ceux qui gèrent le pays ont déshabillé Paul pour habiller Pierre. C'est pour ça que j'ai attribué le RPT UNIR. Aujourd'hui, comme le RPT est en train de disparaître, la nature aurait du vide. Il faut forcément que quelqu'un remplace. Donc, bon, ça fait un couple. Toi, tu vas finir en procès. Merci beaucoup, Jérôme. On a compris. On a compris ton développement. Ferdinand, Jérôme l'a beaucoup tout à l'heure. Quand l'un des responsables de l'ANC dit qu'ils ne quitteront jamais cette concertation-là, bon, il a raison, ils n'ont pas quitté. Bon, moi, je ne veux pas faire une fixation sur un parti politique, mais vous savez, il y a... c'est pas une dame en France qui est très connue dans la politique française, actuellement maire de Lille, qu'on appelle Martine Aubry, qui a lâché une phrase qui est restée célèbre. Elle dit quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Oui, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et donc, Jérôme vient de le dire, tout le monde sait que cette histoire de Knapp là, c'était une supercherie organisée par le régime. L'objectif de cette histoire-là, dans les cercles du régime, c'était de tourner la page de la contestation d'Abiomé, de la DMK. Tout le monde sait que c'était ça. C'était juste là. Tout le monde sait que c'était ça. Et des gens sont contents. Parce que, quelle est l'utilité de créer un cadre de concertation, d'aller ressusciter des partis hémiplégiques, des partis qui ont disparu, des partis qui n'ont plus fait de congrès il y a 10 ans, 15 ans, de les mettre tous dans un même panier. Je ne sais pas si vous voyez. Et après de dire qu'on a... Sans parler même de celui-là qui fait le contentieux aujourd'hui. Et de créer cette situation-là, et de faire croire que on a fini avec la présidentielle, on rentre dans une nouvelle phase. Victoire Tomégal a dit sur RFI que pour lui la présidentielle est finie. Et que c'est derrière eux. Alors, ceux qui se sont associés à cette supercherie-là, ils ne sont quand même pas des gens tombés, c'est pas des novices, pour ne pas savoir que l'objectif du régime, c'était de fragiliser les revendications de la DMK qui revendiquait sa victoire. C'était le seul objectif. Et les ambassadeurs ont accompagné ça. Le fameux G5, on dit oui, il faut aller dans les discussions. Comme je venais de le dire tantôt, tout ce qui intéresse la communauté internationale, c'est le calme. C'est qu'on dise que bon, il n'y a pas de problème pour que eux, leurs intérêts puissent être préservés. Donc une fois que le régime a préparé la sauce et qu'il leur a montré que bon, nous allons rentrer dans une nouvelle phase, pour nous la présidentielle est finie, et tout, les gens ont sauté dans ce truc-là. Mais les mêmes personnes qui disaient que il n'y avait pas de vainqueur, que l'élection était entachée d'irrégularités, de fraude, de tout ce que vous pouvez imaginer, on crée une concertation. On ne met pas dans l'ordre du jour le contentieux lié à la présidentielle. On vous parle de réforme et d'élections régionales. Mais vous qui parlez de fraude, vous qui contestez la dernière élection, vous allez vous asseoir pour discuter d'autres choses, sauf les élections dont vous venez de participer et qui a entraîné des résultats frauduleux selon vous-même. Alors, est-ce que ces gens-là, ils y sont allés parce qu'ils ne savaient pas? Ou bien ils y sont allés parce que bon, il y avait un agenda derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, maintenant que ceux qui sont allés pour faire, tout le monde savait que ça va finir comme ça. Que le régime, avec ses partis satellites, tout ce qu'on a mis dedans, c'est-à-dire que les partis satellites, les particules, les gens qui ne peuvent pas mobiliser, les 5 militants, quand on a ramassé tous ces gens-là, ils sont allés maintenant, et qu'au bout de ce processus-là, on finit par les niquer
Mais les gens sont en train de créer au scandale. On ne peut pas continuer à être victime éternellement de ses propres turpitudes. Vous faites des choix, vous les assumez. La politique, c'est ça. Vous faites les choix, vous les assumez. Parce qu'en réalité, rien ne coûtait à ces partis politiques qui crient aujourd'hui qu'on les a niqués, qu'il y a des problèmes, ils ne sont pas d'accord, de rester sur leur position. S'ils refusent même de s'associer à celui qui revendique la victoire et qui est mis dehors, de rester sur leur position et de dire que nous ne discutons pas tant que la question de la présidentielle n'est pas réglée. Ils sont allés en faisant l'impasse sur la présidentielle pour aller parler de réforme. Mais les gens savent pertinemment depuis l'accord politique global et même avant ça, les 22 engagements, l'accord Case de Lomé, quand Chirac était là, on était au 2 février 1999, quand Eyadema a donné sa parole de militaire. Les gens savent que depuis des années, le système RPT n'a jamais respecté ses engagements et ne fera jamais de réforme électorale qui puisse donner la latitude à l'opposition de gagner dans les urnes. Les gens le savent. Mais ils continuent de faire le travail de Sisyphe. Je ne sais pas si vous comprenez. À chaque fois, ils continuent d'aller et de dire, bon, le régime n'est pas de bonne foi, mais on va continuer par les pratiquer, on va voir si un jour ils vont revenir à de meilleures raisons et tout et tout. Et donc, Boubessi les a amenés en bateau. Et aujourd'hui, lorsque les gens commencent pas à crier au scandale, ceux qui font les révélations, c'est pas la presse. Même si on comprend que les gens ont aujourd'hui une haine contre la presse, contre nous. J'ai appris qu'on veut nous assigner devant les tribunaux. Bon, on va discuter de ça tout à l'heure. Et donc, on ne peut pas continuer par multiplier les erreurs. C'est-à-dire que vous jouez un match. Chaque année, vous allez sur le terrain, vous faites toujours les mêmes erreurs devant le même adversaire. Chaque temps. Et quand ceux qui sont dans les tribunes disent, mais changez un peu votre système de jeu. Vous dites non, dégagez là-bas, vous comprenez quoi? Vous êtes qui? C'est nous, les vrais politiciens. On n'a pas de leçons à recevoir de vous. Pas de leçons à recevoir de vous. Je disais dans une des émissions précédentes que nous sommes à un tournant dans la politique togolaise. Les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, un peuple, c'est-à-dire le peuple parfois, à une certaine période, est toujours en avance sur les politiques. Oui, bien sûr. Nous sommes à un tournant. Oui. Le 22 février, là, on est rentré dans un tournant. Les gens ont fini d'essayer les politiciens de 90. Oui. Les gens ont tout fait avec les politiciens de 90. Les gens ont voté pour eux, les gens se sont sacrifiés pour eux, les gens ont marché pour eux, les gens se sont dit, ces gens-là, ils ne peuvent plus faire grand-chose pour nous. Là où nous sommes là, le peuple est dans le doute. Le peuple est en train de chercher la personne idéale qui pourra le conduire à bon port, pour la personne qui pourra le sortir de tout ça là. Et le peuple a compris que cette personne qu'elle cherche là, elle n'a plus c'est-à-dire que le peuple ne s'intéresse plus au bord de la personne. Avant, on est resté dans un système classique, opposant contre régime. Voilà. Le peuple a fini par comprendre 30 ans après qu'il y avait certains opposants qui étaient beaucoup plus dans le régime qui étaient dans l'opposition. Bien sûr. Donc le peuple se dit, mais on s'est fait flouer. Donc aujourd'hui, les Togolais cherchent un libérateur. Qu'importe d'où ce libérateur-là vient. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça que... C'est cette nouvelle donne-là que ceux qui ont incarné l'opposition depuis 30 ans n'arrivent pas à percevoir. Ou bien ils le savent, mais ils ne veulent pas l'accepter. Mais le peuple ne va plus revenir en arrière. Quand vous écoutez les gens dans la rue, il faut faire un petit sondage. Même dans les émissions interactives. Il faut faire un petit sondage. Pourquoi aujourd'hui le message de certains opposants ne passe pas dans l'opinion? Parce que les gens se disent, mais les gens ne sont plus à ce stade. Les gens disent quoi? Même si c'est un baron aujourd'hui qui met fort dehors, ils sont prêts. L'essentiel c'est qu'ils soient libérés. Donc les gens ne sont plus dans le système classique qu'on jouait avant. Le peuple est dans le doute. Il est en train de chercher qui peut être cette personne-là qui pourra le sortir de cette longue lutte qui n'en finit pas. Et nous, vous savez très bien que nous avons appelé au boycott. On a fait des émissions ici. On a dit qu'il ne fallait pas aller à cette élection de 2020 parce que c'était joué d'avance. Et que ça ne donnera rien.
les gens sont allés. Les gens sont allés parce que les gens avaient juste pour objectif de garder leur position. Le régime a profité pour les humilier. Et aujourd'hui, ça devient un problème dans le pays. Mais sauf que ce qui va se passer, c'est que même la DMK, et je le dis en toute honnêteté, si Agbelome n'arrive pas à traduire dans les faits les promesses qu'il a eu à faire au peuple en disant si vous me choisissez, il est en train de se battre, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Mais s'il n'arrive pas à le concrétiser, le peuple va le laisser, va chercher une autre personne. Il faut que les Togolais le comprennent. C'est-à-dire que le peuple est en train de chercher la meilleure formule. Mais les anciens opposants, comme ils n'ont pas pu faire cette mutation-là, je ne sais pas si vous voyez, pour comprendre sociologiquement ce que le peuple veut, ils sont toujours dans l'ancien système. Et ils en veulent le peuple. Ils disent que oui, on a trompé le peuple. Non, on ne trompe pas le peuple. Le peuple est toujours en avance. Mais quand le peuple votait pour eux avant là, quelqu'un le trompait? Non. Personne. Donc les gens sont en train... Quand Jérôme disait tantôt que les gens ne bougent pas, on augmente les choses, les gens ne réagissent pas. Il faut aussi comprendre ça. Les gens savent pourquoi ils ne réagissent pas. La coupe n'est pas encore pleine. Dans un processus de révolution, on ne réagit pas quand on n'est pas encore prêt. Les gens continuent d'emmagasiner. Il y aura un jour où la coupe sera pleine, elle va déborder, un petit incident va mettre tout le monde dans la rue. Et les gens vont se dire, mais ils ne savaient pas que les Togolais étaient prêts comme ça. Donc pour le moment, laissez les gens encaisser, laissez les gens digérer. Il y a une colère qui est dans la population, mais elle n'est pas encore traduite. Et cette colère n'est pas encore traduite en action contre le régime. Mais le moment viendra. Le moment viendra où le peuple va s'associer à des socles solides et va réagir. Donc, moi je rejoins tous ceux qui, dans ce pays, ont dit, après 30 ans de lutte, il fallait faire un débat, relooker les partis politiques, leur redonner une nouvelle vision, remettre de nouveaux dirigeants à la tête de ces partis politiques-là pour que ces partis ne sombrent pas. Mais les gens n'ont pas voulu le faire. Nous avons encore à la tête des partis politiques, à part les leaders qui sont partis ou certains qui sont décédés, d'autres qui sont fatigués, les mêmes personnes qui animaient la conférence de presse et de la conférence nationale souveraine, qui continuent de ressasser les mêmes recettes depuis 30 ans. Vous pensez que les Togolais sont des idiots? Non, les gens ne sont pas des idiots. Donc, les gens se cherchent. S'il y avait des laboratoires de réflexion dans les partis politiques, les gens devaient comprendre que, attention, nous sommes à un tournant, il faut réajuster nos partis politiques, il faut réadapter les partis politiques à la nouvelle donne pour que on soit en phase avec la population. Ça passe par la stratégie, ça passe par le langage, ça passe par même ça passe par le remplacement des leaders. Mais les gens ne veulent pas, les gens tiennent les partis politiques comme leur entreprise privée. Et à partir de ce moment-là, les populations n'iront pas se sacrifier éternellement pour des gens qui les mettent en difficulté. Donc, voilà l'analyse que moi je fais de la situation. Maintenant, toute la politicaillerie là, qu'on voit, les chamailleries, nous on a dit ça, les autres ont dit ça, nous on ne fait pas ça, nous on ne va pas accepter, on est habitué à ça. On est habitué à ça. Demain, lorsque le régime va dire, bon, moi je vais faire les élections, les gens qui ont dit, d'accord, ils vont aller. Vous savez ce que vous voyez? Ils vont aller. Donc, l'erreur de cette situation provient du boycott de 2018 ou bien 2019, l'élection de 2018. L'erreur est venue de là. Quand vous avez pu, avec la pression du Nigeria surtout, en revenant de la Guinée, obtenu le départ du dernier représentant de Gilles Christ à la CENI et qu'on vous a dit, retournez à la CENI, vous avez la parité pour organiser les élections législatives, et les gens ont refusé d'aller. Aujourd'hui, ils ont laissé un parlement carrément à la cause du régime. Ce qui fait que dans les discussions, le régime dit, mais vous êtes maintenant opposition extra-parlementaire. Donc s'il faut partager les places, c'est normal. Les opposants parlementaires prennent avant vous. Puisque c'est eux qui incarnent aujourd'hui l'opposition parlementaire. Vous-même, vous avez refusé d'y aller. Et donc, il y a quand même de ces erreurs-là que les gens ont commis depuis des années. Et puis après, aujourd'hui, on veut faire croire que bon,
c'est les journalistes qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs, c'est les journalistes qui sont responsables de leurs choix hasardeux, de leurs compromissions, de tout ce qu'on peut attendre. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Donc cette histoire de CNAP, c'est une supercherie. L'objectif, c'était de casser la dynamique dans ces revendications. Les gens ont joué le jeu, l'objectif est atteint maintenant. Après, on veut nous faire croire que le régime a manqué de bonne foi. Ce régime n'a jamais été de bonne foi. Comment est-ce qu'on peut nous dire qu'on est allé à des discussions avec le régime de bonne foi? Devant les chefs d'État à Lomé ici, le régime a pris des engagements, non jamais respectés. Ce n'est pas entre vous, Togolais, que le régime va prendre des engagements et les respecter. Voilà, il ne faut pas jouer à la naïveté. Merci beaucoup. Voilà. Comme si je ne rappelle pas les CPDC, plusieurs CPDC qu'on avait. C'est passé dans ce pays. C'est bizarre, franchement. Tous les accords là n'ont rien donné. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a quand même compté sur des dialogues pour quel résultat. Mais le résultat serait toujours le même, c'est ça. Et donc, ils ont décidé qu'ils assument. C'est tout. Le peuple n'est plus prêt quand même à cautionner ces choses-là. Et donc, on ne va pas quand même les déranger. De toute façon, ni Podro ni les journalistes ne sont pas les problèmes. Hein. Ils ne sont pas... Oui, justement, j'allais en venir pour vous poser cette question. Ce que nous faisons, ce que vous faites ici, là, ce sont, un confrère l'a dit sur ce plateau, ce sont des expertises, des consultations gratuites. Hein. Mais et si vous donnez ces conseils aux partis politiques, aux leaders, et les leaders se retournent contre vous, jusqu'à dire qu'ils vont porter plainte contre les journalistes qui... Mais qu'ils le fassent. Nous demeurons toujours journalistes. Et le problème ne se pose pas. Nous sommes des éclaireurs. De toute façon, nous sommes des éclaireurs. On dévance les événements. On voit très très loin. On voit tout ce qui va se passer demain. C'est ce que nous sommes en train de dire. Des gens qui réfléchissent normalement, avec tout ce que nous sommes en train de dire ici, est-ce que ceux-là qui n'ont pas la possibilité de rester devant le micro pour parler, est-ce qu'ils ne connaissent pas ça? Pourquoi est-ce que l'opposition n'arrive plus aujourd'hui à refaire la mobilisation? Pourquoi les gens, le peuple refuse maintenant de les suivre? Mais ils doivent comprendre ça. Et s'ils arrivent à mettre ça sur le dos du journaliste, tant mieux. Tant mieux. Et ce qui est encore plus rigolo dans tout ça là, Monseigneur Polo, lui, vient d'arriver sur la scène. Monseigneur Polo vient d'arriver sur la scène. À part la conférence nationale. Après la conférence nationale. À part la conférence nationale. Maintenant, on veut remettre tout sur le dos de Polo comme quoi c'est lui qui a fait ci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on prenne les Togolais comme des cons. Ferdinand le disait tantôt que le peuple est en avant sur les politiciens. Il suffit de les écouter dans les émissions interactives. Moi, j'en ai encore écouté aujourd'hui sur Canal FM les questions que des gens ont posées aux représentants de l'ANSE. Mais je me suis dit que les Togolais sont vraiment éclairés et que personne ne veut plus oser aller dans la rue pour des objectifs qu'ils ne maîtrisent pas. Les gens décident d'aller dans la rue aujourd'hui, c'est pour atteindre un objectif. On ne va plus aller se sacrifier dans la rue au moment où la police, la gendarmerie ou les forces de l'ordre viennent protéger celui-là qui a convoqué ou celui-là qui a envoyé les gens dans la rue. On le met à la maison. Maintenant, on tire des gaz lacrymogènes dans la masse. On tue certains. On prend d'autres, on les met en prison. D'autres sont à l'extérieur. Il y a des gens qui, aujourd'hui, franchement, ne se retrouvent plus. Je vais vous donner un exemple. Il y a un jeune qu'on appelle souvent Joseph Dati-Togo. Qui est sur... Il est dans les histoires de port là. Oui. De transitaire, quelque chose comme ça. Oui, mais dans les marches, dans toutes les émissions, il appelle, il dit... Mais vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'étais au village, ça fait un mois, mais j'étais devant, au bord de la route. Mais le gars est venu jusque vers moi. Moi, je ne le retrouvais plus. Il est devenu fou, complètement fou. Mais Joseph Dati-Togo est devenu complètement fou. Mais tout ce qu'il m'a dit par rapport à l'opposition, il a même cité des noms. Je ne vais pas les dire. Il a même cité des noms. Il m'a dit qu'il est allé voir ces responsables-là, qu'il leur a dit qu'il n'a pas été à l'école, qu'ils ne pourront pas le prendre en charge.
Je vous dis une vérité, Joseph Gadaï là, il a quitté Lomé à pied pour aller, il me disait qu'il va rendre visite à sa maman. Il était fou comme un fou dans la rue, comme un fou ordinaire. C'est un fou, carrément fou. Il est devenu fou, peut-être parce qu'il n'en pouvait plus. Tout l'espoir qu'il avait, il a perdu. Et donc des gens ne sont plus aujourd'hui prêts quand même à descendre dans la rue parce qu'il faut aller dans la rue, parce qu'il faut lutter, parce qu'il faut empêcher fort de gouverner. Si ceux-là même ont d'autres idées derrière leur tête. Moi je pense que, vous savez, il y a les Togolais qui ont parfois la mémoire très courte. La presse, en tout cas celle qui est dite proche de l'opposition, bien que nous ne soyons pas des journalistes de l'opposition, nous sommes des journalistes d'opinion, et notre opinion n'est pas favorable au régime. Pendant des années, sans que personne ne nous le demande, nous avons mis nous avons mis nos journaux à la disposition de toute la classe politique de l'opposition. On a accompagné les gens, non pas parce qu'ils étaient les plus propres, les meilleurs, mais parce qu'on s'est dit il faut accompagner le mouvement pour que le pays change. On a pris des risques. Nos journaux ont été blacklistés. On n'a pas de publicité, on n'a rien. On a eu des trucs jusqu'à ce jour. On fait tout pour nous faire disparaître. Et les gens oublient que ce qu'on appelle le CST là, c'est les journalistes qui ont créé ça. C'est nous qui avons créé ça. Avec notre mouvement, en danger. Après, on a vu ce qu'ils ont fait avec le CST. Et quand nous étions dans le CST, SOS Journalistes en danger, on cotisait au même titre que les partis politiques. Et personne ne nous a demandé, mais vous les journalistes là, vous trouvez l'argent. On cotisait. Je ne sais pas si vous voyez. Et on a vu ce qu'ils ont fait du CST. Nous avons mis nos journaux pour accompagner tous ces mouvements. Jusqu'à la C14. Même quand Tipeee est arrivé, on ne s'est pas posé des questions. Une fois que sur la scène politique, quelqu'un arrive avec de bonnes idées pour nous faire avancer, on ne se pose pas des questions, on accompagne. Jusqu'au jour où on se rend compte que, bon, la personne, soit elle commence par piquer la grosse tête, soit elle commence par dérailler, et puis on se retire. Et quand on faisait ça, on était de bons journalistes. Ouais. Quand on faisait ça, on était les meilleurs. On venait régulièrement dans nos rédactions. On faisait ça, les gens venaient ici tout le temps. À Bassad ici, donner les communiqués, aider-nous, faire ceci, et tout. Prendre les journaux gratuitement. Il perd rien. On était des bons journalistes. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ce que nous avons perdu dans ça, on n'a jamais rien dit à personne. On n'est jamais allé auprès d'un chef de parti politique lui demander d'accompagner nos journaux. Mais par contre, pourtant le pouvoir pensait qu'on était financé par l'opposition. Je ne sais pas si vous voyez. Alors aujourd'hui, ou bien depuis la fin de la C14, quand il y a eu cette mauvaise gestion de la C14, où on a tiré l'attention de certains responsables de l'opposition qu'il faut faire attention à, excusez-moi de la tautologie ou bien de la répétition, Alpha Condé, il roulait pour fort, il va vous rouler. On a fait des articles, plusieurs articles pour attirer leur attention, qu'ils vont se faire prendre dans un piège. Ils n'ont jamais voulu nous écouter, ils n'ont jamais voulu savoir où est-ce que nous prenons les informations. Alors que nous prenons les informations de très bonnes sources. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant qu'ils ont été roulés, et qu'ils se sont dispersés dans la C14, ils ne se parlaient plus. Aujourd'hui, ils viennent dire que c'est les journalistes qui sont à l'origine de leur déboire. Et que, bon, il y a des journalistes qui les critiquent, ils vont les poursuivre devant les tribunaux, ils vont faire ci, ils vont les attaquer, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais attends, ça dit que c'est les journalistes maintenant qui vont assumer les erreurs que les opposants ont commis pendant des années. Quand on leur disait de ne pas aller en Guinée, là, c'est nous qui sommes responsables. Quand ils sont allés se faire avoir, quand ils étaient au CPDC, on leur disait de signer la limitation de mandat pour bloquer Fort. Ils ont refusé. Ils ont laissé le boulevard à Fort. C'est nous qui sommes responsables. Quand on leur disait depuis des années d'aller aux élections locales, ils ont refusé. Quelques années plus tard, ils ont accepté pour avoir des mairies qui ne ressemblent à rien du tout. C'est nous qui sommes responsables. Et donc, quand on entend des leaders qui regroupent quelques individus qui sèment la haine envers certains organes de presse qui hier les accompagnaient, on se pose des questions sur vraiment ce que ces gens-là veulent. Rappelez-vous, j'ai toujours dit ici qu'un opposant n'est pas un démocrate.
On voit ce que Alpha Condé fait en Guinée. Il y a des gens dans ce pays, s'ils étaient au pouvoir, ils nous auraient bien décapités. Avec ce qu'ils sont en train de faire. Mais je suis sérieux. Parlons de l'ANC, parce que c'est eux qui disent que non, parce qu'on m'a cité, c'est pour ça que moi je réponds. Moi je ne parle vraiment pas souvent d'eux. Peut-être au détour d'un débat, je lance quelques critiques. Ça leur fait mal, leurs ayatollahs insultent, tout ça. Mais moi, c'est pas un souci ça. Si je veux parler d'eux, je parlerai d'eux abondamment et puis je vais assumer parce que j'aurai des éléments pour parler d'eux. Mais il y a des gens dans ce parti qui sont parfois en mission, qu'on envoie pour nous insulter. Moi, je reçois régulièrement, à chaque fois qu'on fait des débats, des gens en Europe ici qui font des audios, qui m'insultent, qui racontent tout un tas de choses, qui disent des choses incroyables sur moi, qui m'insultent. Je ne réponds jamais. Mais ces gens-là, ils ont le culot même parfois de rentrer dans mon inbox pour m'envoyer des injures, des menaces, des tas de choses. Je ne réponds jamais. Jamais. Des gens, ils sont en Europe, ils sont ici. La dernière personne qui a fait ça, il y a 1 mois et demi ou 2 mois, et je vais vous faire le témoignage. Moi, je ne le connaissais pas, mais il faisait des audios pour m'insulter. Les audios circulent, les gens m'envoient parfois, je n'écoute pas. Et un jour, j'étais là et puis quelqu'un m'écrit. Il m'envoie d'abord une vidéo d'une émission qu'on a eu à faire ici. Et puis, dans la vidéo, j'ai fait allusion à l'ANC et à leur patron, sans citer son nom. Moi, j'ai fait une allusion. Et il m'envoie cette partie de la vidéo-là. Et il me dit, lui, il s'appelle Raymond Kodjo Kousoubo, conseiller municipal. Et il a déversé des injures sur moi. Et je suis un bâtard, je suis un pauvre journaliste, je vais avoir tout le malheur de ma vie, mes enfants vont être malheureux. Il a raconté des histoires. Je n'ai même pas réagi. Je n'ai même pas dit un mot. Parce que bon, il pensait que parce qu'il est conseiller municipal, il est arrivé quoi. C'est son objectif. Conseiller municipal, c'est quoi? C'est malheureux. Là. Donc, il a déversé des injures sur moi. Et la semaine passée, et il a dit non, que je vais trouver malheur. Que non, qu'on n'a pas fini de me poursuivre dans le pétrole. On va me poursuivre, on va fermer mon journal. Il a raconté tout un tas d'histoires. Et comme ce n'est pas la première personne qui m'attaque de cette manière-là, tu sens que c'est organisé. C'est organisé. Je n'ai pas réagi. Et puis la semaine passée, j'apprends qu'il est décédé. Celui qui souhaitait ma mort, celui qui souhaitait mon malheur. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à quelqu'un, vous voyez, Dieu n'est pas injuste. Vous voyez, on va où avec ça? Nous sommes des denrées périssables. Si je peux m'exprimer de façon assez cynique comme ça. Nous sommes des denrées périssables. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, 2 minutes après, il n'est plus là. 3 jours après, on l'enterre et puis on l'oublie. C'est fini. Alors, comment se fait-il que, pour des questions de débat politique, vous rentrez dans des téléphones des gens, dans des boss, vous leur souhaitez le malheur, vous les insultez, vous insultez leur génération, vous appelez le malheur sur leurs enfants, vous dites oui, ils vont voir ceci, tout ça là. Et ça, ce n'est pas nouveau. Vous savez, moi j'ai fait des études d'histoire et l'intolérance qu'il y a eu dans la lutte pour l'indépendance entre les nationalistes et les progrès, c'est la même intolérance qui continue. Certains entretiennent ça à volonté RDC. Là même c'est pire. Je ne sais pas si vous voyez. Mais allez lire les livres d'histoire, allez lire les recherches. Comment est-ce que les gens, qui sont parfois même des mêmes familles, se sont agressés dans ce pays, se sont attaqués, se sont tués pour les positions politiques. Et les gens continuent d'entretenir cette intolérance-là dans les partis politiques. Alors que nous sommes à une époque où on n'a pas besoin de tout ça. Bref, nous, on est des journalistes. Si quelqu'un ne veut pas se soumettre à la critique, mais il n'a pas besoin d'être dans l'espace public. Quand vous êtes dans la politique, vous posez des actes, les journalistes interprètent. Forcément. Les journalistes interprètent, ils tirent des conclusions. Mais ailleurs même c'est plus violent qu'ici, même dans les pays démocratiques. Ce n'est pour rien que même dans certains parlements démocratiques, les députés se prennent l'école, ils se bagarrent. Alors quels sont ces hommes politiques qui ne veulent pas se soumettre à la critique? Dès qu'on les critique, ah oui, vous avez commis le péché, vous avez commis un crime de lèse-majesté, on envoie les moudjahidines à vos trousses, vous insultez vos familles, vos enfants, vous souhaitez le malheur, et puis après, bon, on se dit, bon, on est opposant, demain on veut prendre le pouvoir. De toutes les façons,
moi j'ai vu des captures d'écran dans ce pays où il y a des gens qui nous traitent de journalistes, qu'on est des azuis, on est des quoi, on est des malheureux. J'ai même vu, il y a un audio même qui a circulé hier où quelqu'un disait depuis la France que les journalistes togolais sont des malheureux. que c'est ici là, l'alternative là, on a une dizaine d'employés. Je ne suis pas sûr que lui là où il est en France là, où se trouve là, il a une société qui a une dizaine d'employés, même 5. Est-ce qu'il a déjà même le papier? Je ne sais pas si voir. Non, même s'il a un papier, c'est pas un problème. Mais ce que nous on fait ici là, lui ne peut pas le faire. Parce qu'on a des gens, on a des employés, on a une dizaine de personnes. Et tous ceux qui vivent après, derrière les dizaines de personnes là sont là, qu'on paye régulièrement. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que nous sommes là parce que bon, on est, je sais pas, mais si on était des gens dans le besoin, on les aurait déjà approchés pour leur demander de nous soutenir. Ou bien, nous on travaille. Et nous on travaille depuis des années. Nous on sait ce que c'est que le travail. Quand on se lève, on va au travail. On paie les loyers. On sait ce que c'est que le travail. On a des charges. Mais les autres, ils n'ont pas de charges. Toute leur carrière, c'est la politique. Vous voyez. Donc, eux, ils n'ont pas de leçons de Adorino ou de quoi à nous donner. Parce que nous, on travaille pour vivre. Et on ne vend pas notre honneur, notre dignité dans des histoires. Et donc, bref, ceux qui disent qu'ils veulent porter des plaintes contre les journalistes parce que les journalistes les critiquent et tout ça là, nous sommes prêts. Nous, les journalistes, on est habitués aux tribunaux. Ah, nous, c'est ce que nous, on n'a jamais eu peur des tribunaux. Le journaliste, là où il se sent le plus à l'aise, c'est devant les tribunaux. Voilà. La preuve, là, il y a des gens qui sont plus puissants qu'eux, qui nous traînent devant les tribunaux, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Jérôme, tu voulais compléter. Oui, mais justement, je vais rappeler encore que lorsqu'il s'agit des élections de 2020, entre-temps, le parti, le plus grand parti de l'opposition, l'ANC, était... Il est toujours le plus grand parti? Non, je ne sais plus aujourd'hui s'il est encore le plus grand parti, mais je parlais de 2020. Est-ce que le parti refusait que M. Fonia Sibé soit candidat, que le Fonia Sibé soit candidat, mais ils avaient attendu. Au moment où nous, dans les débats, on disait qu'il fasse tout, qu'il fasse des pressions pour empêcher que M. Fonia Sibé soit candidat. Ils ne l'ont pas fait. Mais là, qu'ils ont attendu jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle a validé la candidature de M. Fonia Sibé, ils étaient mécontents. Ils ne sont pas d'accord. Et puis, ils disaient beaucoup de choses. En ce moment-là, c'était un mardi. On était dans l'émission sur Canal FM avec Dadédé. Et moi, je disais, on a posé le sujet. Je disais que ce que l'ANC est en train de faire là, ça ressemble purement, simplement à de la comédie. Et puis, ça n'a pas plu. Ça ne les a pas du tout plu. Et puis, juste après, à la fin de l'émission, j'étais avec l'homme Pogo et puis Joseph Gada, on causait devant la radio. Puis un jeune était arrivé, très agressif, et voulait en découdre avec moi. Le jour-là, ça n'a pas été du tout facile. Je ne sais pas d'où les gens sont venus. Il y a même des gens, il y a des militants, même des sympathisants, nos amis de Z là, qui étaient venus à mon secours. Et par après, c'est la police, la gendarmerie, les unités spéciales qui sont venus en grand nombre quand même pour nous protéger. Parce que on a dit que ce que l'ANC est en train de dire la dernière fois là, c'est de la comédie. En tout cas, on était toujours du côté du peuple. Moi, je ne suis pas du côté de l'opposition, moi, je suis du côté du peuple. Et quand ça ne va pas bien du tout, il faut le dire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il voulait quand même en découdre avec moi. Et la nuit, après ce temps-là, toute la semaine, on a réalisé des vidéos. Il y a une femme qui il y a une femme qui se réclame de l'ANC, qui a réalisé une vidéo qui m'a insulté. Elle a insulté ma maman, qu'elle n'a jamais vue. Elle a insulté ma maman, elle a insulté malheureusement mon papa qui est décédé depuis, je ne sais pas si elle connaît mon papa. Elle a insulté toute ma famille, il a donné l'origine d'où je viens, elle a attribué beaucoup d'éléments. Je me suis dit, bon, je ne vais pas lui répondre. Je suis resté comme ça. Des gens m'ont appelé de ne pas laisser la dame là, que le mercredi dans mes parutions, il faut lui répondre. J'ai dit non.
je leur avais dit que peut-être la dame là ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle veut quand même faire du buzz et elle a fait... D'accord. Et ce qui m'a étonné, c'est un vieux, je ne donne pas son nom, et qui en tout cas serait très sage, à mon avis, qui a plus l'âge de mon papa, et qui est aussi rentré dans une rue, il m'a insulté proprement, il m'a dit du n'importe quoi sur moi, et puis tout ce que j'ai pu... Il y a même un confrère, un grand frère de notre corporation, qui aujourd'hui en tout cas n'est plus de notre côté. Il m'a sermonné proprement. Je me suis tué, je n'ai rien dit. Et je suis là. Or, le vieux dont je parlais, il venait toujours dans ma rédaction et lorsque je sortais des dossiers, il venait les prendre. Et ce qui est encore meilleur et qui me donne de la joie aujourd'hui, que si vous arrivez sur leur site, vous fouillez dans leurs archives, vous allez trouver beaucoup de nos articles sur leur site. Mais en ce temps-là, on était les meilleurs journalistes au monde pour eux. On sortait des articles juste après que le journal paraît. Ce sont eux qui appellent premièrement. Ils disent, mais le titre là, ça m'intéresse. Est-ce que je peux avoir le test? Ils venaient prendre tout ça là, sans même donner un seul franc. Gratuitement. Ils venaient même. Parfois, ils n'avaient même pas de la clé USB là. On leur prête nos clés USB, on leur copie, ou alors on prend, comment appelle-t-on? On tire le document sur un papier, on leur donne gratuitement. Ils envoient des communiqués, ils envoient tout. On ne leur prenait rien, absolument rien. Aujourd'hui, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon du tout. Nous sommes, je le disais tantôt, nous sommes du côté du peuple. Et donc, nous, en tout cas moi, je suis l'opposant de tout, c'est-à-dire de l'opposition et du parti au pouvoir. Jérôme, il faut préciser que les partis politiques qui ont eu le plus l'accompagnement de la presse dans ce pays, c'est l'UFC et l'ANC. L'ANC, tout à fait. Et que tous les journalistes s'étaient mis à leur disposition, sans attendre quoi que ce soit en retour. Et pendant que les journalistes prenaient des coups du côté du pouvoir, les journalistes les supportaient. Alors, d'où vient aujourd'hui que, parce que, bon, vous posez des pas qui sont des pas que les gens analysent, vous posez des actes que les gens analysent, et puis vous semez la haine envers ces gens-là. Si le peuple togolais, à un moment donné, vous a mis à un niveau de la lutte politique, et que pendant des années, vous n'avez pas été à la hauteur, et que le peuple est en train de vous lâcher, et que vous êtes en train de descendre, vous n'allez pas faire des journalistes le commissaire. Vous devez vous-même vous remettre en cause pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les actes qu'on a posés qui nous amènent à perdre du terrain, pourquoi on ne nous écoute plus. Vous faites une réunion, est-ce que c'est la tête qui ne va plus, est-ce que c'est la stratégie, pourquoi, de toute façon, pourquoi on est en train de perdre du terrain? Et vous pouvez même associer les journalistes qui vous critiquent aujourd'hui. Vous pouvez consulter des gens, parce que si vous êtes dans votre propre environnement, dans votre cocon, où des gens ne réfléchissent pas plus trop, ils suivent juste les patrons qui sont devenus des gourous. Quand le patron dit oui, tout le monde dit oui. Et donc vous prenez des avis extérieurs. Je ne sais pas si vous voyez, vous prenez des avis extérieurs, vous demandez, mais pourquoi vous faites ce genre de critiques? Est-ce que nous posons des actes qui... voilà quoi, qui fait que le peuple est en train de reculer, au lieu de faire cette introspection-là, de faire ce travail-là profond pour réajuster le parti. Vous cherchez des boucs émissaires, tantôt c'est Kodjo qui est arrivé il y a quelques jours, tantôt c'est quoi, maintenant c'est les journalistes, on s'en prend aux gens, on insulte les gens, on envoie des audios, on fait des attaques, on écrit des choses inimaginables sur des gens qui hier vous accompagnaient gratuitement, qui prenaient des risques pour vous sans rien demander. Et je trouve ça quand même, ahurissant. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut tirer de tout ça, c'est que dans ce pays, il y a certaines forces qui n'ont pas intérêt à voir émerger des journaux puissants, à émerger une presse puissante et indépendante. Parce que eux aussi, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont faire les mêmes choses. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le fait qu'il y a une presse indépendante qui analyse
les faits, les actes qu'ils posent sans complaisance les dérangent. Alors, il faut faire disparaître ces journaux-là. Et donc, c'est dans cette logique-là que certains sont. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les partis politiques de l'opposition, ce sont des partis en crise. Même si les crises ne sont pas ouvertes. Moi, je connais des partis où des gens sont partis. Des cadres, pas des moindres, ont quitté. Et ils ne s'affichent plus, ils ont quitté. Parce qu'ils se sont dit que mais il n'y a plus rien. Donc, c'est des partis qui sont presque des coquilles vides. Et ça démontre l'usure du temps et l'usure de la lutte. Et ça devait ramener les uns les autres à une réflexion, à une manière de repenser carrément la lutte et de s'adapter à la nouvelle donne. De toutes les façons, si vous jouez Water-Polo il y a 30 ans, aujourd'hui c'est des ballons plus raffinés que les gens jouent. Sans vessie. Oui, sans vessie, effectivement. Donc il faut s'adapter. Surtout que l'adversaire a d'autres méthodes pour convaincre la communauté internationale. Et ils sont sur plusieurs terrains et vous n'avez pas changé votre stratégie depuis 30 ans. Et donc quand on le dit, c'est pas forcément qu'on est contre quelqu'un. Nous, on n'a rien à foutre parce que, bon, voilà, on n'est pas copain à un leader, on ne mange pas chez un leader, nous faisons nos activités, on est tranquille, quoi. Et donc, nous, que des gens nous aiment ou que des gens ne nous aiment pas, nous, on n'a rien à foutre. Parce que nous sommes restés constants depuis des années. Quand quelqu'un fait bien dans l'opposition, on l'accompagne sans rien demander. Quand la personne commence pas à faire des bêtises, on le lâche. Et il peut continuer pas à faire ses bêtises. Et donc nous, on n'est pas là parce que nous aussi, nous aspirons au changement. C'est pour ça que si quelqu'un vient et qu'on sent que la personne veut faire quelque chose de nouveau, on donne un coup de main. C'est ça, si vous voyez. Et donc, si aujourd'hui, certains veulent faire de la presse leur cible privilégiée, bon, mais c'est pas un souci. Ils peuvent continuer par nous insulter, ils peuvent continuer par envoyer des audios, ils peuvent continuer par nous attaquer. Nous sommes droits dans nos bottes. Nous ne sommes pas des journalistes qui sont au-dessus de la loi. Les gens pensent que c'est pour ça que quand nous faisons nos émissions, nous sommes tellement humbles. On fait des choses, mais on dit, on n'a pas la science infuse. Nous, on est à l'aise dans nos activités. On sait qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. On nous approche plus aussi d'eux. Est-ce que quelqu'un nous a encore une fois vu, nous avons consacré un article dans la presse pour les politiciens là? Non. On ne s'occupe même pas d'eux. On ne s'occupe pas d'eux. C'est vieux, on ne s'occupe même pas d'eux parce que nous, on a fermé leur page depuis. On s'occupe des problèmes des Togolais de tous les jours. Parce que eux, ils sont dans la lutte depuis des années, tout va bien pour eux, mais rien ne va pour la population. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette fracture entre la population et eux. Donc il y a le capital de confiance est rompu entre eux et la population. Au lieu de chercher les responsables, c'est à eux de faire leur propre analyse de la situation, de se remettre en cause et de corriger le tir afin d'avancer. Mais L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Oui, très fidèle de l'émission L'Autre Journal. Nous allons encore observer une pause et nous revenons pour la dernière partie.